Bon retour à tous. La conversion de l'énergie thermique des océans, ou ETE, refait surface après avoir été oubliée par l'ingénierie pour devenir un banc d'essai moderne pour la production d'énergie propre 24 heures sur 24. Alors que la plupart des énergies renouvelables dépendent de la lumière du soleil ou du vent, l'ETE exploite la différence de température constante entre les eaux de surface chaude et les courants froids des profondeurs marines. Dans le Pacifique, plusieurs nations et entreprises préparent actuellement des plateformes flottantes qui pourraient fonctionner en continu, fournissant de l'électricité de base au réseau côtier à partir de 2026 et au-delà. En son cœur, l'ETM exploite un principe thermodynamique simple connu sous le nom de cycle de Rankine. L'eau de surface chaude, généralement d'environ 25 degrés Celsius, est utilisée pour vaporiser un fluide de travail tel que l'ammoniac, qui entraîne ensuite une turbine. La vapeur est condensée en pompant de l'eau froide d'environ 1 km sous la surface, où les températures descendent à près de 5 degrés Celsius. Le cycle se répète indéfiniment, alimenté entièrement par le gradient de chaleur naturel de l'océan. La différence d'énergie peut sembler minime, mais sur de vastes surfaces, elle représente un réservoir pratiquement illimité. La région du Pacifique est idéale pour l'ETM car ses eaux équatoriales maintiennent des gradients thermiques stables toute l'année. Près d'îles comme Hawaï, Guam et Palau, cet écart dépasse souvent 20 degrés Celsius, un seuil propice à un fonctionnement continu. Les avancées technologiques modernes s'attaquent aux défis historiques qui ont freiné l'ETM il y a plusieurs décennies, tels que les échangeurs de chaleur inefficaces, les coûts de pompage élevés et la vulnérabilité à la corrosion. Une avancée majeure est l'utilisation d'échangeurs de chaleur à plaques revêtus de titane mis au point par Mackay Ocean Engineering et testés au Natural Energy Laboratory of Hawaii Authority. Ces unités résistent à l'encrassement biologique tout en maintenant une conductivité thermique élevée. Pendant ce temps, des entreprises telles que Global Hotech Resources au Royaume-Uni conçoivent des usines flottantes modulaires qui peuvent être amarrées au large plutôt que d'être ancrées au fond marin. Cela élimine les coûteux travaux de génie civil des premiers prototypes terrestres. Et la centrale Hotech flottante, elle fonctionne comme un navire de production d'énergie en circuit fermé. Sa coque contient des évaporateurs, des condenseurs et un cycle de fluide de travail scellé. Une grande conduite d'eau froide, faite de polyéthylène haute densité et renforcée par des anneaux composites, s'étend vers les profondeurs de l'océan. Des pompes font circuler l'eau froide vers le haut, tandis que l'eau chaude de surface s'écoule naturellement à travers les collecteurs d'admission. L'ensemble du système est équilibré pour minimiser les turbulences, ce qui contribue à éviter les interférences avec la vie marine locale. En 2026, la première unité de démonstration de 10 MW est prévue près des îles Marshall, dans le cadre d'un programme conjoint entre Global Hotech et les autorités énergétiques locales. Du point de vue du réseau, l'attrait de l'Hotech réside dans sa production ininterrompue, contrairement à l'énergie solaire et éolienne qui peuvent varier d'une minute à l'autre. Les différences de température de l'océan restent stables d'une saison à l'autre. Une plateforme de 10 MW pourrait alimenter environ 40 000 foyers dans les nations insulaires qui dépendent autrement du carburant diesel importé. De plus, le flux constant d'eau froide offre une valeur ajoutée, car il peut soutenir l'aquaculture, le refroidissement urbain et le dessalement en utilisant l'énergie résiduelle de basse qualité. L'eau chaude de surface entre d'abord dans l'évaporateur, transférant la chaleur à un fluide de travail à bas point d'ébullition comme l'ammoniac ou un mélange réfrigérant. La vapeur résultante fait tourner une turbine connectée à un générateur. Après expansion, la vapeur entre dans le condenseur, où l'eau froide des profondeurs élimine la chaleur latente, transformant la vapeur en liquide.
Le fluide retourne ensuite à l'évaporateur, fermant le cycle. Chaque composant fonctionne sous de faibles différences de pression, permettant des conceptions légères à parois minces adaptées à la construction marine. Le défi principal est l'efficacité thermodynamique. La différence de température, généralement de 20 degrés Celsius, limite l'efficacité théorique à environ 6%. Cela peut sembler peu, mais comme le carburant est gratuit et constant, l'économie dépend principalement des coûts d'investissement et de l'entretien. Pour être compétitif, les projets actuels visent des coûts de construction inférieurs à 8 millions de dollars par mégawatt et une durée de vie opérationnelle de plus de 25 ans. Les matériaux composés, la fabrication modulaire et les systèmes de maintenance robotisés contribuent à atteindre cet objectif. Des chercheurs japonais de l'université de Saga développent des systèmes hybrides de climatisation à eau de mer haute-tech. Ces systèmes sont destinés aux stations balnéaires du Pacifique. Ils intègrent des modules plus petits d'1 à 2 MW, fournissant simultanément de l'électricité et de l'eau réfrigérée. En 2026, l'Institut des sciences et technologies d'Okinawa prévoit de tester des colonnes montantes d'eau froide flottante. Celles-ci sont construites avec des segments à flottabilité variable qui peuvent se rétracter pendant les tempêtes. L'objectif est de rendre les plateformes ETM entièrement résistantes aux conditions de typhon, ce qui est l'un des obstacles cruciaux à leur commercialisation à grande échelle. Une autre innovation intéressante implique la combinaison de l'ETMC avec la production d'hydrogène. Étant donné que le système fournit à la fois de l'électricité et un puits froid abondant, il peut faire fonctionner des unités d'électrolyse à haute efficacité pour produire de l'hydrogène vert directement à bord. Le gaz pourrait ensuite être compressé, liquéfié ou même réagi avec du dioxyde de carbone capturé pour former du méthanol, transformant ainsi la plateforme océanique en un centre d'exportation d'énergie plutôt qu'un simple générateur. Naval Energies, en France, a précédemment exploré ce double rôle et de nouveaux consortiums relancent maintenant le concept en utilisant des techniques de fabrication offshore moins coûteuses. L'empreinte environnementale de l'eau-tech est relativement légère comparée à d'autres systèmes d'énergie marine. Le flux ascendant des eaux profondes est lent, ce qui minimise les perturbations, et le rejet est souvent renvoyé sous la zone photique pour éviter tout déséquilibre nutritif. Le suivi des sites pilotes a montré un effet minimal sur les populations de plancton ou de poissons. Un sous-produit intéressant de la remontée des eaux profondes est la séquestration du carbone. L'eau froide, puisée en profondeur, contient du dioxyde de carbone dissous, qui, autrement, resterait piégé. En détournant une partie vers des bioréacteurs algaux contrôlés sur la plateforme, les opérateurs peuvent capturer le carbone biologiquement, tout en produisant des matières premières pour les biocarburants. Cette configuration multi-usage pourrait rendre l'EMC non seulement neutre en carbone, mais aussi négative en carbone dans l'évaluation du cycle de vie net. En termes de conception mécanique, les navires haut-tech flottants s'inspirent fortement des plateformes pétrolières offshore. Mais leur échelle est différente. Ils sont généralement semi-submersibles pour réduire le mouvement des vagues, avec des ballasts ajustant la flottabilité. La conduite d'eau froide est le composant le plus délicat, parfois longue d'1 km et de plus de 10 mètres de diamètre. Les premiers prototypes ont souffert de fissures de fatigue, mais les avancées récentes en matière de joints composites flexibles permettent aux tuyaux de bouger dynamiquement sans concentration de contraintes. Les ingénieurs modélisent ces systèmes avec la dynamique des fluides numériques pour s'assurer que les fréquences de résonance ne s'alignent pas avec les houles océaniques. La transmission de l'énergie des unités haut-tech offshore utilise des câbles sous-marins à haute tension similaires à ceux utilisés dans l'éolien offshore.
Cependant, les petites nations insulaires peuvent utiliser l'électricité localement via des connecteurs sous-marins vers des micro-réseaux. Certaines conceptions intègrent même le stockage par batterie sur la plateforme pour lisser les fluctuations de charge à court terme et soutenir la synchronisation du réseau. Une mesure cruciale du rendement de l'OTEC est le temps de retour énergétique, ou TRE, qui correspond au temps nécessaire pour qu'une centrale génère l'énergie investie dans sa construction. Pour les prototypes modernes, les estimations varient d'1 an et demi à 3 ans, ce qui est tout à fait acceptable pour une infrastructure renouvelable. Étant donné une durée de vie de 25 ans, cela donne un retour énergétique sur investissement supérieur à 8, et c'est en fait comparable aux fermes solaires dans les régions tropicales, mais avec une fiabilité bien plus élevée. La communauté du Pacifique en Nouvelle-Calédonie coordonne les normes techniques pour l'intégration de l'ETM, y compris les tests de corrosion du conditionnement de puissance, et la surveillance écologique. Le Centre européen d'énergie marine fournit des plateformes d'échange de données afin que les leçons tirées des projets marémoteurs de l'Atlantique Nord puissent s'appliquer à la conception de l'ETM tropical. Pendant ce temps, des groupes de recherche au MIT et à l'Université d'Hawaï développent des capteurs à faible coût et des modèles d'IA pour prédire les schémas de stratification océanique, ce qui est vital pour optimiser les profondeurs d'admission tout au long de l'année. La Banque asiatique de développement a alloué des financements pour des systèmes OTEC de 20 MW. En Micronésie, associés à des usines de dessalement, le Bureau des technologies d'énergie hydraulique du département de l'énergie des États-Unis finance des outils de modélisation avancés dans le cadre de son programme Ocean Energy Pathways. Ces efforts convergent vers de véritables démonstrations d'ici 2028 et non de simples modèles théoriques. Chaque module flottant peut fonctionner indépendamment, à l'instar des éoliennes dans un parc. Lorsqu'ils sont connectés, ils créent ce que les ingénieurs appellent une ferme OTEC. Un ensemble de 200 MW pourrait occuper moins de 10 km² de surface océanique, positionné suffisamment loin des côtes pour éviter les voies de navigation. Des navires de maintenance équipés de submersibles télécommandés peuvent inspecter les tuyaux d'eau froide, les échangeurs de chaleur et les amarrages sans nécessiter l'intervention de plongeurs humains. Au-delà de l'électricité, l'infrastructure construite pour l'ETM ouvre la porte à des industries additionnelles. L'approvisionnement continu en eau froide, riche en nutriments, soutient l'aquaculture pour le thon et les crevettes, tandis que les modules de dessalement assurent l'autonomie en eau douce. Certaines plateformes proposées incluent même des centres de données refroidies directement par la boucle d'eau profonde, exploitant le même gradient thermique pour éliminer les coûts de climatisation. Cette diversification rend les écosystèmes ETM économiquement résilients, combinant la production d'énergie, d'eau et de nourriture dans un seul complexe offshore. Les critiques soutiennent souvent que la faible efficacité de l'OTEC la rend peu pratique, mais cette perspective rate l'essentiel. La chaleur contenue dans l'océan est immense, bien plus que suffisante pour alimenter la civilisation humaine de nombreuses fois si elle est exploitée efficacement. Le défi pratique a toujours été le coût et non la physique. Grâce aux nouvelles méthodes de construction modulaire et aux composants produits en série, le coût par kilowatt diminue. Les conceptions flottantes peuvent être construites dans les chantiers navals, remorquées jusqu'à leur position et reliées comme des plateformes éoliennes marines, ce qui réduit considérablement les dépenses logistiques. À l'avenir, l'ETM pourrait jouer un rôle discret mais essentiel dans la stabilisation des réseaux d'énergie renouvelable. Alors que le solaire et l'éolien dominent les gros titres, ils ont besoin de compagnons qui fournissent une puissance de base ininterrompue sans recours aux combustibles fossiles. L'énergie thermique des océans s'intègre élégamment dans ce créneau. D'ici 2029, nous pourrions voir le Pacifique
parsemée de centrales flottantes produisant discrètement de l'électricité jour et nuit, transformant la région en une véritable vitrine de l'indépendance énergétique. Les 4 prochaines années détermineront si cette idée, vieille d'un siècle, tiendra enfin ses promesses. Chaque démonstration réussie renforce la confiance qu'une énergie de base stable et durable peut provenir de la mer elle-même. Si l'OTEC s'avère fiable dans les conditions du Pacifique, son expansion pourrait suivre rapidement à travers les ceintures tropicales du monde entier, des Caraïbes à l'Asie du Sud-Est, remodelant la façon dont les nations côtières envisagent les énergies renouvelables. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.